Et c'est l'heure à présent de notre invité du jour. Et notre invité est Jérémy Lachal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et vous êtes directeur général et cofondateur de Bibliothèques sans frontières. Alors, Bibliothèques sans frontières, c'est une ONG. Vous avez fondé en 2007 avec l'historien Patrick Weil. D'abord, cette première question, quel a été finalement le déclic? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette ONG? On vit à une époque où l'accès à l'information, à l'éducation sont devenus des clés de la plupart des inégalités sociales en réalité. On parle beaucoup des fake news aujourd'hui, mais imaginez un réfugié dans un camp quand il a besoin d'avoir accès à une information de qualité ou quand il doit se projeter dans le futur, s'éduquer, s'informer. Ces éléments sont extrêmement importants et décisifs, parfois vital même, pour certaines personnes qui sont en situation de grande fragilité. Avec Bibliothèques sans frontières, on essaye justement d'apporter la bibliothèque là où elle n'est pas, auprès des gens qui en ont le plus besoin. Parce que la bibliothèque, c'est à la fois le lieu de l'accès individuel au savoir, mais c'est aussi le lieu du collectif, du lien social. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les bibliothèques ne sont pas là où les gens ont le plus besoin d'elles. Donc, c'est la mission de Bibliothèques sans frontières que de projeter ces outils de l'information, de l'éducation, pour rendre libre, pour rendre autonome, pour rendre moins fragile face au changement du monde. Alors au début, votre but était notamment de construire des modèles économiques durables pour les bibliothèques publiques associatives. Il fallait d'abord commencer par repenser justement le don des livres. C'est vrai qu'il y avait une forme, quand on s'est créé en 2007, il y a 11 ans, et il y avait une forme qui était assez classique de coopération culturelle qui était d'envoyer des livres. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, l'idée et souvent d'un point de vue très intime, vous dites à un grand lecteur, vous pouvez offrir ce livre à quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est quelque chose de très beau et de très puissant. Mais en réalité, il faut faire attention parce que quand on envoie comme ça des livres, et souvent en masse dans les pays dits du Sud, déjà, ces livres ne sont pas forcément adaptés aux besoins, mais en plus de ça, on va créer des formes de concurrence vis-à-vis des éditeurs locaux. Parce que on voit les éditeurs, les libraires, toute la chaîne du livre voit arriver sur son marché des livres gratuits, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc il faut faire attention, et quand on a créé Bibliothèques sans frontières, on s'est interrogé sur la pertinence du don, et en réalité, ça peut être pertinent quand c'est vu comme un investissement, quand c'est vu comme, par exemple, pour créer le fonds d'une bibliothèque qui a été détruite, ce qu'on a fait beaucoup en Haïti avec l'École normale supérieure de Paris. Après le tremblement de terre, voilà. Mais c'est aussi très important que la bibliothèque soit un acteur économique de la chaîne du livre. C'est-à-dire que la bibliothèque, tout simplement, achète des livres aux éditeurs locaux, aux libraires locaux, et fasse aussi tourner cette économie. Et souvent, en fait, quand on parle de bibliothèque, on a un peu tendance à oublier cette partie-là. Mais un pays comme la France, si les bibliothèques n'existaient pas, il y aurait plein de libraires, des petits libraires indépendants qui n'existeraient pas, il n'y aurait pas autant de livres qui seraient vendus, etc. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension-là, même si, évidemment, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est cette forme d'espace qu'on appelle le tiers-lieu. Vous savez, après le travail, après la maison, il y a ce troisième lieu où on va se rencontrer, on va pouvoir construire des futurs possibles. C'est quand même ça qui nous intéresse d'un point de vue citoyen et collectif. En 2010, on en parlait à l'instant, le tremblement de terre en Haïti, BSF prend une nouvelle dimension. Vous commencez à intervenir lors de crises humanitaires. Ça nous est un peu tombé sur le coin de la figure, si j'ose dire. C'était effectivement un moment particulier dans l'histoire de l'organisation. Est-ce que vous réalisez qu'il y a un réel besoin et qu'il faut faire quelque chose? Vous savez, moi je me suis rendu là-bas 3 semaines après le tremblement de terre et on se demandait est-ce que c'est vraiment le moment. Et nos partenaires haïtiens nous disent qu'il faut nous aider à créer des bibliothèques sous tente dans les camps de déplacés. Et là, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment la priorité quand tout s'est écroulé de construire des bibliothèques? Et en réalité, le terrain, la pratique nous a appris que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on a créé de façon très simple, sous des bâches comme ça, des lieux où les enfants pouvaient être en sécurité, où il y avait quelques bouquins, mais il y avait surtout des panneaux blancs où il y avait de l'information vérifiée dessus. C'est-à-dire les distributions alimentaires, de la recherche de jobs, des choses comme ça, de l'entraide. Et en fait, ce sont devenus des points de convergence dans les camps où les gens se regroupaient, se réunissaient pour parler, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils faisaient face. Et c'est à partir de là où, en discutant avec les ONG humanitaires, elles nous ont dit, en fait, ce que vous faites est assez hyper intéressant et important parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ça donne de l'espoir aussi, ils ont vu la différence aussi sur les personnes qui avaient tout perdu finalement? Ça leur permet de s'échapper? Exactement. En fait, l'humanitaire travaille sur ce qu'on appelle les basic needs. C'est les besoins élémentaires. Se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir. Mais une fois que ces besoins sont couverts, les gens, ils ont besoin d'autre chose.
Ils ont besoin de ce qui fait de nous des êtres humains, la capacité de lire, d'écrire, de communiquer, d'éduquer nos enfants, de nous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à redonner en fait cet espoir, hein, comme vous dites. Et souvent dans des situations, alors c'est pas le cas en Haïti dans des camps de déplacés, mais quand vous êtes dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient par exemple aujourd'hui, bien souvent vous n'avez pas le droit de sortir de ces camps, parfois vous n'avez pas le droit de travailler. Et vous avez passé des années, enfin nous on travaille en Jordanie dans les camps de réfugiés syriens, ça fait 8 ans qu'ils sont dans ces camps les gens, pour les premiers arrivés. De la même façon au Burundi ou au Rwanda. Et en réalité, la vraie question c'est comment vous donnez à ces gens la possibilité à la fois de s'échapper, d'avoir une fenêtre sur le monde, mais aussi de se dire ok, qu'est-ce que ça va être ma vie d'après ? Et c'est d'ailleurs là que vous avez décidé de créer l'ID's Box. Elle a été imaginée par le designer Philippe Stark. On va découvrir une vidéo que vous allez pouvoir nous commenter pour qu'on le comprenne bien en fait en quoi ça consiste. Parce qu'on peut voir qu'il y a différentes couleurs. Chaque couleur consiste et correspond en fait à Internet. Ou alors on va essayer de comprendre. Voilà, elle est là, l'ID's Box. Alors comment ça se passe ? Il fallait un génie pour designer quelque chose comme ça. Notre génie a été Philippe Stark qui nous a fait ça. Qui nous a donné ça. Donc ça tient sur 2 palettes, vous l'avez vu, ça s'ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace de 100 mètres carrés. Avec à l'intérieur, on va trouver une connexion Internet, des tablettes, des ordinateurs, une bibliothèque avec des livres papier, un cinéma avec un écran de télévision, un vidéoprojecteur, plein d'outils pour stimuler la créativité, des caméras vidéo, de quoi faire de la musique, du théâtre. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que tout le mobilier est à l'intérieur. Il y a même un groupe électrogène ou des panneaux solaires pour l'électricité. Donc, on est vraiment sur cette idée de la médiathèque autonome qui peut s'ouvrir comme ça, n'importe où, en quelques minutes, et qui est extrêmement robuste, qui est protégée de la poussière, de l'eau, etc. Et quand on la referme, elle est complètement sécurisée. Donc, c'était vraiment, j'allais dire, le cahier des charges très complexe qu'on avait au départ. Et voilà, en quelques minutes, vous créez un espace comme ça, plein de couleurs, qui invite les gens à venir s'en approprier. Parce que finalement, le travail sur le design et sur l'outil est extraordinaire. Mais ce qui est pour nous extrêmement important, c'est que chaque ID's Box aujourd'hui, on en a plus de 90 déployés dans le monde, est unique en termes de contenu. Et on travaille aujourd'hui en 21 langues. Et c'est la spécificité de Bibliothèques sans frontières que de dire, OK, autant l'outil est standardisé, autant chaque ID's Box va avoir sa particularité, ses objectifs, ses langues, en fonction des besoins des gens. Et d'ailleurs, c'est une ID's Box qu'on peut retrouver notamment à Montpellier, par exemple. Ils viennent d'en acquérir pour notamment les quartiers défavorisés. Vous avez aussi un partenariat avec la mairie de Paris où vous intervenez dans des gymnases pour les sans-abri. Vous intervenez bien sûr aussi dans le monde entier. Donc c'est là que le contenu, vous disiez, particulier arrive. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a commencé dans les centres, dans les camps de réfugiés parce que c'était le besoin qu'on avait identifié en Haïti. Même si Bibliothèques sans frontières, on travaillait avant cela partout dans le monde, même en France. Finalement, ça s'est élargi au fur et à mesure. Et oui, et très vite, en fait, on a des bibliothèques, des villes en France, aux États-Unis, qui nous ont appelés en nous disant « Attendez, c'est pas que pour les réfugiés, votre dispositif. Ça nous intéresse aussi, nous, pour projeter les bibliothèques là où elles ne sont pas, dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, effectivement, dans les gymnases pour les plans d'urgence hivernale, pour les personnes sans abri, etc. Dans une laverie aussi aux États-Unis, dans le Bronx, par exemple. Alors, oui, en fait, c'est toujours cette idée de voir comment on crée des ponts entre les bibliothèques et les gens, parce que les bibliothèques sont des outils formidables, mais il y a beaucoup de gens, et notamment des gens en situation de fragilité, qui n'y vont pas parce qu'il y a des obstacles symboliques, souvent, plus que d'ailleurs physiques. En France, on a un formidable réseau de bibliothèques, mais il y a encore une grande partie de la population qui se dit « c'est pas fait pour moi ». Et en fait, quand on va au pied des tours à Sarcelles, quand on va dans des gymnases, quand on va dans les lavomatiques, effectivement, aux États-Unis, on est au contact direct avec des gens qui sont dans des lieux familiers. Et ça, c'est extrêmement important de dire « bah oui, la culture, l'éducation, un accès à une information vérifiée de qualité, tout ça, c'est des choses auxquelles vous avez le droit ». Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à une élite ou qui est réservé à quelqu'un. En fait, c'est vraiment pour dire que c'est accessible à tout le monde. Exactement. C'est vraiment important. Une dernière question, malheureusement, le temps passe trop vite. C'est la question rituelle que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce qui vous donne envie d'espérer? Alors, vous vous battez déjà pour une belle cause. Alors, qu'est-ce qui vous donne envie d'espérer au-delà de tout ce qui se passe en ce moment, à travers le monde notamment? La force des gens. La force des gens à... j'allais dire quasiment à résister.
Vous savez, un des parrains historiques de BSF, c'était Stéphane Hessel, qui avait sorti ce livre « Indignez-vous », qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Et je pense que voilà, cette force de dire non et aussi de dire oui. C'est un peu particulier, mais c'est à la fois voilà, de pouvoir s'indigner, de résister, mais aussi de se dire ensemble, on peut construire des choses qui sont fortes. Et c'est ça que j'aime dans les bibliothèques, c'est que, encore une fois, c'est ce lieu individuel, très personnel de la relation avec le livre, mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir construire ensemble. Et finalement, des lieux comme ça, il nous en faut plus aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, de plus en plus, qu'on construit moins ensemble, et que oui, les gens en ont envie, et les gens en ont besoin. Besoin de se rassembler, et puis c'est la force aussi. C'est ce qui fait notre force, c'est d'être tous unis. Et se rassembler dans un monde bien réel, et pas seulement virtuel. Merci beaucoup Jérémy Lachelle d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bibliothèques sans frontières. Merci. Merci. Et restez avec nous dans un instant, c'est la suite de Paris Direct, un nouveau journal. Il y aura aussi l'Info Écho, la revue de presse. À tout de suite.